Bonjour, je suis Jesse Grossi et vous allez assister à CMO, la rencontre hebdomadaire avec des gens dont le job est d'accompagner la croissance de start-up. Dans le monde des médias, on passe trop de temps à parler d'élevée de fonds, de croissance, de KPIs, on s'attelle aux chiffres, aux résultats, jamais à ce qui s'est fait dans l'open space pour les atteindre. Et les rares fois où on s'intéresse aux CMO et marketeurs un peu plus sérieusement, on les limite à une mauvaise interprétation du gros hacking. On s'imagine qu'il s'agit de scraper des bases d'emails, d'être viral sur Instagram, de faire de la magie noire quoi. Bien que ces techniques existent bel et bien, on ne sait pas vraiment ce qui rythme la journée des bons CMO et marketeurs, ceux qui donnent du sens à leur projet. Eux, ils font des choses remarquables, ils se structurent, ils expérimentent, ils organisent une croissance durable. L'interview qui va suivre pourrait ressembler à une discussion que deux CMO ont un matin sur la terrasse d'un café. On évite les sujets trop évidents et on rentre dans le détail des enjeux du moment. Management, recrutement, culture, expérimentation, feedback. En peu de temps, les marketeurs se connectent, s'entraident, s'inspirent, se motivent aussi. Cette semaine, j'accueille Romain Legressi de Fred de la Conta. Et ce qui m'a marqué chez eux, c'est l'importance de recruter des profils très sensibles à la tech pour qu'ils puissent expérimenter toute idée au plus vite. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines interviews. Le format de ces interviews est volontairement long, sans montage, afin que vous assistiez à une discussion normale, libre et des fois très transparente. Bonjour, je suis avec Romain Legressi de Fred de la Conta, qui est CMO de Fred de la Conta. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va nickel. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter ? J'ai lu quelque part sur Welcome to the Jungle que t'étais un slasher. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Ok. Un slasher, c'est quelqu'un qui va avoir plusieurs métiers en même temps. Mm-hmm. Avant d'être CMO chez Fred de la Conta, j'ai fait pas mal de choses. Ouais. J'ai fait des études de philosophie de l'art avec une maîtrise sur la relation entre les arts et les arts plastiques. La musique et les arts plastiques, okay. Plus exactement. Et après, en fait, je suis devenu musicien et à côté, j'étais graphiste. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, à peu près. Ok. Après, l'un de mes derniers projets, c'était un groupe de pop assez mainstream qu'on avait marketé pour que ça fonctionne. On était 5 à avoir d'autres skills. Mm-hmm. Donc moi j'étais graphiste. Qu'est-ce que t'appelles marketer pour que ça fonctionne, un groupe de pop? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le gros sac à faire? Bah exactement, en fait nous on venait tous d'expériences différentes. Ouais. Il y avait un des cofondateurs du groupe qui lui avait eu une des plus grosses pages MySpace d'un groupe de métal. Ils étaient sponsors par plein de marques et donc ils étaient déjà dans cette réflexion de marketer le projet, aller chercher des marques, travailler le branding et se dire bon bah voilà comment on va grossir là-dessus. Et ils avaient la plus grosse page MySpace de France. Mm-hmm. Et moi je suis rentré dans le projet, ils m'ont dit bon voilà c'est ça, est-ce que tu veux venir? Moi j'étais bassiste, ils m'ont recruté en tant que guitariste, je leur ai dit c'est mon second instrument, pas de problème, vas-y. J'ai appelé mon pote, je lui ai dit t'as une guitare, c'est parti. Et donc on est quand ils ont sorti le MySpace 2.0, on a commencé à faire du gros sac dessus. Du coup, on s'est dit bon bah on est bon là-dedans. Donc c'est à ce moment-là aussi où j'ai appris pas mal de choses en market. D'accord. Parce que j'étais graphiste, mais eux ils m'ont apporté toute cette partie-là. Et on a trouvé un manager à Los Angeles. On en avait un en France. Bref, on est parti à Los Angeles. Et c'était la fin de ma carrière musicale. On a fait des très belles salles là-bas. Moi, mon objectif quand j'ai commencé la musique, c'était d'aller me confronter aux musiciens américains. Et puis j'ai fait un choix de faire un all-in. Donc j'ai vendu toute ma vie, mes meubles, etc. Je suis parti là-bas, on est rentré, ça s'est pas fait, mais bonne expérience. Et du coup derrière je devais rebondir. Et j'ai fait 1 an de restauration, lancement d'un resto, et où là j'ai fait que ça. Et au bout d'un moment je me suis dit bon bah en fait c'est pas fait pour moi. Par contre j'ai appris énormément de choses en travaillant avec le chef. J'étais en salle, j'ai du service classique, mais c'était intéressant sur la partie process et organisation. Où c'est comme la musique dans la restauration, c'est l'instant. T'as pas le droit à l'erreur. Si t'en fais une, bah de toute façon tu rectifies directement. Et ça au quotidien c'est hyper important. Et après rencontre avec Romain, CEO de Fred de la Conta, via Viadeo, où il cherchait un community manager graphiste. Il m'a envoyé un message, je lui ai répondu directement. Ok. Et donc du coup, comment tu passes d'une vie
en grosse partie dans l'art, dans la musique, à de la compta. Qu'est-ce que Fred de la compta avait de si spécial pour que tu te dises ça y est, ça c'est fait pour moi et je vais absolument pas faire d'erreur en me lançant avec eux. Qu'est-ce qui a fait, où était le déclic pour toi? Grande question. Ouais. En plus, en parallèle, je travaillais avec un ami, j'étais en train de développer son projet musical. Je faisais l'ADA, je m'occupais des artworks et de toute la partie marketing, développement de communauté. Ça commençait à bien prendre, c'était il y a 3 ans, on avait beaucoup plus d'outils, on pouvait mettre avec très peu de budget, faire grossir une communauté rapidement. Et puis là, j'étais contacté par Romain, il m'a parlé de la compta, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, il m'a donné sa vision. À l'époque, le produit n'était pas encore fini. Et puis, on est parti d'un accord verbal, de se dire, bon, bah, tu commences en freelance, on teste, on voit si on arrive à travailler ensemble. Ah, c'est classique, ouais. Classique. Ouais. Moi, je connaissais pas l'environnement des startups. Enfin, j'avais quand même pas mal regardé de vidéos avant, mais on n'était pas spécialement dans l'écosystème. Et puis ça a commencé comme ça, et comme à chaque fois je me dis bon bah Romain, calme-toi, tu vas faire le projet, tu vas être en freelance, mais tu vas pas trop t'impliquer. Et puis en fait, en 2-3 mois, je suis tombé dedans. Ok. Donc est-ce que tu peux résumer assez rapidement ce que fait Fred de la compta? Alors Fred de la compta, c'est parti d'un constat très simple, qui est le manque de communication entre les chefs d'entreprise et les experts comptables. Nous, donc, on s'interface entre les deux. On a une plateforme collaborative où on automatise la comptabilité. De la récolte des documents à la génération des écritures comptables et plus encore. On est un modèle qui maintenant a un nom, qui s'appelle SaaS Enable Marketplace. En fait, c'est une marketplace classique, on fait de la mise en relation et on offre aux fournisseurs l'outil SaaS qui permet d'augmenter sa productivité. D'accord. Donc le côté SaaS, on le comprend assez bien, mais sur le côté marketplace, comment vous sélectionnez du coup vos experts comptables, pardon? Alors ça c'est en fonction de l'activité du chef d'entreprise. Donc là on a besoin de dresser des profils, ce qu'on appelle des profils comptables des entrepreneurs, pour pouvoir voir leurs spécificités et les diriger vers les experts comptables et les cabinets comptables qui ont cette spécificité, qui peuvent les accompagner pour leur développement. D'accord. Donc, retour sur ton rôle de marketeur dans cette boîte. Toi, tu rentres quand à Fred de la compta? Je suis le premier à être rentré il y a 3 ans. Je suis rentré le 22 juin. Ok. Et maintenant, vous êtes combien au marketing? Maintenant, dans l'équipe, on est 5. 5. Et dans la boîte, on est 30. Ok. Est-ce que tu peux un petit peu me détailler justement les grandes phases de ton job? J'imagine qu'aujourd'hui ça ressemble pas du tout à ce que tu faisais il y a 3 ans et c'était encore autre chose il y a 2 ans, encore autre chose il y a 1 an. Ouais. C'était quoi les grandes phases, les grands enjeux? Où est-ce que t'étais attendu? Sur quel sujet? Est-ce que t'étais objectivé par rapport à ça? Est-ce que on te disait bah voilà, il faut que tu fasses rentrer tant de nouveaux leads tous les mois? Ou bien est-ce que vous avez une autre forme de rapport aux choses à Fred de la compta depuis ces 3 années? Peut-être d'ailleurs que ça a changé entre temps, peut-être qu'il y a eu des changements de position par rapport à ça, peut-être que vous avez été plus ou moins agressif sur votre croissance, donc voilà, si tu peux essayer de te rappeler un peu de tout ça, ou peut-être que ça va changer, hein. Non, mais si, ça, il y a énormément de choses qui ont changé. Je pense qu'on peut découper par année, c'est assez simple. La première année, déjà rien que le lancement était assez spécifique, où on s'est dit on va faire une action de direct, marketing direct. Donc on a brainstormé avec Romain, on était à une terrasse, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et puis de fil en aiguille, on s'est dit bon on va distribuer des petits déjeuners, on va organiser une soirée, et quand on va distribuer les petits déjeuners qui seront brandés Fred, on va distribuer une carte, on va dire bah voilà, inscrivez-vous sur ce site, on vous préviendra, en mode free party. Ça a marché? Ça a marché, on a réussi à faire une soirée de 150 personnes. Tout brandé Fred, petit concert, on a invité des investisseurs. Juste à ce moment-là, on venait de rencontrer aussi The Family, qui nous avait contacté via Twitter. Et ça a commencé comme ça. Le produit n'était pas encore fini, on avait signé un certain nombre de clients. Et donc au début, moi je m'occupais donc de la partie développement, du commercial aussi, du support, de découper des stickers pour brander les scanners. Et le modèle était différent aussi. Le modèle, c'est qu'on était un cabinet en ligne, cabinet comptable en ligne. D'accord. Donc du coup, ça a évolué. Ok. Après, il y a Maë qui est arrivé, qui était designer. On était en pleine levée de fonds aussi pour pouvoir recruter. Donc Maë est arrivé, on a commencé à travailler sur la 2e version.
où là on a revu l'arborescence, réfléchi au produit, comment on allait faire. Et au même moment, on a rencontré Ben et Olivier d'une autre startup via Microsoft Accelerator, et eux avaient travaillé sur la partie intelligence artificielle et génération des écritures comptables à partir des factures. Et là, on s'est dit, nous on veut faire ça, ils ont fait ça se passe bien, et il y a eu une discussion entre les associés de Fred et de White, et du coup il y a eu rapprochement. Qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle à Fred depuis que vous y êtes mis? Peut-être que ça a encore évolué, peut-être que maintenant c'est encore plus... c'est encore un meilleur système, mais qu'est-ce qu'a apporté à vos clients l'intelligence artificielle? Alors pour les clients, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leur facture, de toute façon, ils partent du principe que la production comptable pour eux n'a pas vraiment de valeur, alors que du côté des cabinets, c'est là où ils passent le plus de temps. C'est leur journée, quoi. Ça représente 25% de leur temps, voire plus. Et donc cette partie-là, c'est plutôt pour les cabinets, pour leur libérer du temps, puisque ça va être généré automatiquement et que la machine va apprendre, pour qu'ils puissent accompagner le chef d'entreprise et les conseiller dans leur business, dans leur activité, pouvoir anticiper. Donc c'est pas un élément, c'est pas un angle que vous utilisez par exemple dans vos pubs Facebook ou ailleurs, ce côté IA pour faire de l'acquisition de clients? Pas du tout. Pas pour l'instant. Là, on est en train de faire la refonte de notre site web. Il y a des éléments qu'on va remettre en avant, dont l'intelligence artificielle, mais je crois pas que ce soit la grande valeur ajoutée. En fait, je pars du principe que la technologie, quand elle est mature, on la voit plus. Ça devient comme un assistant virtuel, ça devient normal. Donc en fait, je me souviens, et on en a parlé il y a pas longtemps, c'est cette pub Coca-Cola où le mec met une pièce et puis en fait, ils te vendent du rêve que la pièce elle va aller dans un endroit et que comment ils fabriquent le Coca. Bah Fred, c'est un peu ça. Tu mets ta facture et puis en fait, la personne, ça l'importe pas de savoir comment ça va être traité. Certains oui, parce que ça va être des techs ou sur des grosses boîtes, ils ont besoin d'être rassurés. Mais sinon, tu mets ta facture et ta compta elle est faite et ça suffit. Alors comment on explique qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui le samedi matin font leur compta encore au bureau et vont pas voir leur famille pour faire leur compta à la main? C'est quoi leur motivation à ces gens-là? Parce que finalement, des solutions comme la vôtre, elles sont devenues assez accessibles. Et puis en plus, même si on estime que c'est trop cher, je le pense pas, mais si on estime que c'est trop cher, ça reste quand même un bon investissement. Parce que, je veux dire, il y a aucun intérêt aujourd'hui, je pense, à gérer sa compta par soi-même, surtout si tu me dis qu'il y a de l'IA, que tout ça est très seamless, que c'est limite un plaisir de gérer sa compta. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui fassent ça le samedi matin? Et c'est quoi votre plan pour aller acquérir ces gens-là? Et d'ailleurs, est-ce que c'est votre cible numéro 1? Ces gens-là qui, le samedi matin, vont faire leur compta alors qu'ils pourraient tout à fait faire autrement. Je connais des gens très très intelligents et même très bien financés qui continuent à le faire le samedi. Pourquoi ils font encore ça? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que déjà, premièrement, c'est culturel. Ouais. Culturel, en France, on n'est pas dans cette idée qu'on doit être conseillé, faire appel à des gens extérieurs pour t'aider dans ce que tu fais. D'accord. C'est l'ego en fait, un peu. Je sais pas si c'est vraiment l'ego. Le besoin de maîtrise, le besoin de contrôle sur ce qui se passe. Ou c'est plus se dire ça va coûter moins cher de le faire par moi-même, ou je peux le faire par moi-même. Et en fait, quand tu mets le temps en face, tu te dis en fait tout ce temps-là, tu le passes pas à développer ton activité, alors que t'irais plus vite si tu bossais avec quelqu'un qui justement a l'expérience, qui va aller plus vite. Ok, c'est un coût, mais tu le mets en face et ça sera mieux structuré. D'accord. Donc c'est normal, ils font 8 ans d'études, c'est aussi ça, quoi. Ouais. Et donc du coup, dans votre marketing, est-ce que c'est un angle que vous développez beaucoup, ce côté, pas culpabilisation, mais ce côté un peu éducation de toute façon, ça sert à rien de s'y prendre seul, faites-vous vraiment accompagner? Est-ce que c'est un truc que vous développez, ou est-ce qu'alors vous avez un total autre angle aujourd'hui pour aller chercher un autre segment? Alors, c'est quoi votre priorité aujourd'hui? Alors ça justement c'est très important parce que nous on récupère une partie donc des gens qui veulent automatiser leur comptabilité ou la simplifier, donc ça va être des gens qui vont créer leur entreprise qui connaissent rien, ou des gens qui ont déjà eu un business qui savent que la comptabilité c'est hyper important, et dans ce cas-là ils ont envie d'optimiser cette partie-là et ils vont faire appel à Fred. Ils peuvent venir soit avec leur expert comptable ou changer d'expert comptable si pour X raisons. Et après il y a tous les gens comme tu dis qui sont déjà avec leur expert comptable, qui font une partie tout seul, ou le cabinet va juste faire la révision. Et en fait,
nous, il y a aussi les cabinets quand ils viennent sur Fred, c'est les cabinets partenaires, on leur apporte de la clientèle, on fait du développement de clientèle pour eux, pour les aider dans leur croissance. Mais eux, ils peuvent aussi mettre leur clientèle historique. Ok. Ça permet de se dire que ils ont plus besoin d'avoir les gens qui vont faire la saisie manuelle ou d'outsourcer dans un autre pays ou de prendre un prestataire externe pour faire ça. Ok. Donc cette partie-là, c'est aussi une grosse partie puisque un cabinet qui rentre, qui a 300 dossiers, Ok. nous ça on va toucher une cible qu'on ne touche pas. Et Ok, et donc du coup, au quotidien, en startup, le problème c'est qu'on a toujours des ressources très limitées humainement. Il faut mettre ses actions dans les bonnes choses. Qu'est-ce que vous priorisez aujourd'hui? Ça ressemble à quoi votre marketing? Comment vous êtes structuré? D'ailleurs, j'aimerais savoir qui t'a recruté, à quoi ressemble ta team marketing aujourd'hui, et comment vous répartissez peut-être les rôles, les canaux. Explique-moi un peu de ça. Comment vous avez formalisé tout ça? alors ça a accéléré assez rapidement. L'année dernière, en septembre, il y a Julien qui est arrivé, qui est gros hacker chez Fred. Julien, on a discuté pendant 6 mois, je crois. Je cherchais différents profils, j'ai fait pas mal de rencontres. Et puis on a commencé à échanger. C'était ton premier recrutement, ça? Non, il y en a eu un autre avant, qui n'est pas resté, qui ne voulait plus faire de marketing, qui se cherchait un petit peu. Et avec Julien, on discutait en parallèle. Donc on s'était eu au téléphone, lui était dans le sud, on a échangé, je lui ai donné un use case, il m'a renvoyé, et puis au bout d'un moment je lui ai dit bon écoute, si t'es partant, on peut commencer, t'as combien de préavis, t'es prêt à monter sur Paris, et puis voilà, il est arrivé, et moi en fait en parallèle, ça c'était l'année dernière, pour faire rentrer du cash aussi dans la startup, on a fait du consulting à côté. Et j'ai travaillé pendant 1 an pour une banque pour développer le marketing digital et les accompagner. C'était une banque en ligne? Un produit. C'était une banque plus tradie? C'est une banque, une grande banque française. Et il lançait une nouvelle offre qui était vraiment impressionnante. Et du coup, on devait les accompagner là-dessus. Et quand Julien est arrivé, moi j'avais quasiment 80-90% de mon temps dessus. On avait bien travaillé la marque en amont, du coup on avait beaucoup de génération de leads en organique. Quand tu dis organique, c'est du bouche à oreille, c'est quoi? C'est l'idée qu'on se fait de Fred de la compta quand on pense à la compta, qu'est-ce que tu appelles l'organique? C'est ça. Ouais. C'est le bouche à oreille, que des gens qui sont même pas clients de Fred qui te recommandent alors qu'ils ont jamais essayé. Voilà, ouais. c'est juste qu'ils ont entendu parler. Ouais. Ça semble vachement bien, quoi. Juste par le design, en fait. Exactement. Ouais. Ça semble bien. On avait 2-3 campagnes Facebook qui tournaient en fond, mais c'était pas ça qui nous amenait du trafic. C'était vraiment en organique. Ok. Et ce qu'on avait développé. C'est le réseau aussi un peu, je pense, The Family, le réseau de startups qui vous a. Il y a eu tout ça aussi. Ouais. Parce qu'en général, toutes les startups un peu SaaS comme ça, qui viennent régler des problèmes administratifs ou enlever des épines dans le pied des entrepreneurs. Je pense à d'autres boîtes dans la banque, mais encore d'autres choses. Souvent c'est ça, quoi. Souvent c'est ils trouvent leur premier client dans un écosystème et ça finit par se répandre parce qu'il y a juste des bons retours, quoi. Et puis mais bon. Et c'est venu du coup comme ça. On avait un certain nombre. Julien est arrivé et donc je lui ai dit bon toi tu vas t'occuper de la partie acquisition. Julien avait en plus un profil développé à côté. Moi je voulais quelqu'un qui puisse coder pour justement qu'on soit indépendant au niveau market. Et je lui ai dit bon voilà. Jusqu'à présent. Ça, c'était dès le départ. Dès le départ, tu souhaitais avoir quelqu'un de tech au marketing. Ouais. Tu savais que ça allait mal se passer s'il y avait que des esprits trop marketeurs, trop communicants au marketing. Je voulais quelqu'un qui est vraiment cette partie tech pour être indépendant et pour se dire les projets du marketing, on les monte de A à Z. Oui. Pas besoin les développeurs sont assez pris par le produit, c'est la priorité numéro 1. C'est vrai que quand tu dis écoute, on n'a pas accès parce que on a fait sur le site, on peut pas changer juste un bout de phrase. C'est dommage. C'est quand même dommage. Ok. Donc à partir de ce constat-là, on s'est dit comment on fait pour être indépendant là-dessus? Soit on travaille avec quelqu'un en externe, soit on trouve quelqu'un qui a plusieurs compétences.
C'était le cas de Julien, tech et marketeur. Ce qui fait que c'est des profils assez rares. Comment tu t'y es pris pour le trouver? Et bah ça c'est un peu le hasard. Le hasard, on était dans l'environnement The Family. J'avais rencontré pas mal de gens qui avaient fait Lyon, et lui était dans l'eau. Et on a commencé à discuter comme ça. Mais sinon j'ai vu pas mal de profils, des gens qui étaient en agence de com, ce qui correspondait pas forcément. Mais c'est vrai, c'est pas plusieurs fois j'en ai discuté avec d'autres gens que j'ai rencontrés dans l'écosystème. C'est pas évident. Tu penses que du coup votre marque recruteur, elle est assez forte parce que quand tu vas parler avec des gens comme ça, de Family ou ailleurs, de Fred de la Comptage, est-ce que les gens ils vous remettent quoi, ils vous reconnaissent, ou c'est ou à chaque fois t'as besoin de réexpliquer ce que fait Fred de la Compta? Maintenant, je pense que là, quand on va sortir le nouveau site, ça va être très clair. On était encore, il y avait encore des zones d'ombre sur le site qu'on a sorti, parce que aussi le business model évolue, parce que on a besoin de planifier ça et de mettre noir sur blanc, et que des fois il y a une asymétrie ou c'est asynchrone entre ce qu'on a en tête et ce qu'on présente. Donc maintenant, on est bien aligné là-dessus, et on va pouvoir avancer sereinement. Et sinon la marque, à l'époque où on a fait notre deuxième levée de fonds, donc c'était quand Julien est arrivé, on a recruté plein de gens. On est à quel moment là? On est septembre de l'année dernière. D'accord. Et là on a recruté pas mal de gens, et en fait eux ont vraiment cru au projet. C'est des gens qui, je pense que au niveau où on en était, ils auraient pu aller dans d'autres startups plus développées, et là c'était une première partie où voilà, Fred ça me plaît, c'est swag, il y a une bonne ambiance, on voit les gens qui sont là, mais on est là pour participer et justement développer cette partie-là, et après recruter les futurs talents qui vont venir. Ok, donc c'est à dire que pendant presque 2 ans, t'étais à peu près seul au marketing, entre guillemets, enfin vous étiez deux, mais c'est toi qui gérais un peu le truc. C'est ça. Et puis d'un seul coup vous êtes retrouvé avec une équipe de 4-5, enfin d'un seul coup, en l'espace de quelques mois. Il y a Julien qui est arrivé, après moi je discutais avec Fouad, à qui je travaillais sur la partie consulting, lui il faisait du contenu, pas mal de discussions, et je lui dis bon bah écoute, tu veux pas nous rejoindre. Après il y a Déborah qui est arrivée, et Maureen qui est la dernière à être arrivée. Okay. Donc vous recrutez plus, j'ai l'impression, par opportunité, par juste énorme feeling, énorme fit avec la personne, et à l'inverse aussi, plutôt que sur une offre de job en pensant que le SEO va être la solution pour vous. Alors là sur Julien c'était très spécifique, parce que de toute façon on avait besoin pour gérer les canaux d'acquisition, et puis pour gérer pas mal de choses que je pouvais plus faire tout seul, parce que je pouvais pas me dédoubler, c'était compliqué. Et après on considère que aujourd'hui une marque doit devenir son propre média. Donc vu qu'on a fait beaucoup d'inbound marketing jusqu'à présent, on avait besoin de quelqu'un qui vienne nous rejoindre pour produire cette partie-là. Donc c'était logique que Fouad arrive. Il se trouve que je l'ai rencontré avant et qu'on en discutait. On dit bon, qu'est-ce que tu veux, est-ce que ça te plairait de rejoindre l'aventure? Et puis après d'autres postes où je me dis bon, en fait cette partie-là je peux plus la prendre. Maureen s'occupe des réseaux sociaux, s'occupe d'écrire des articles. Déborah s'occupe des partenariats, et maintenant avec Julien on construit la suite, de savoir quand est-ce qu'on va recruter d'autres personnes, et à ce moment-là on va ouvrir les postes. Mais là ça s'est fait au fur et à mesure, on avait déjà la vision de ce qu'on voulait. Là ça fait le dernier quarter, c'était vraiment comment on structure l'équipe. Okay. Vraiment c'était un focus là-dessus, sur les différents points, avec où est-ce qu'on peut monter en compétences chaque personne. Donc d'ailleurs comment vous êtes pris, parce que j'ai l'impression qu'il y a une relativement petite équipe, 5 personnes. Pourtant, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de canaux. Comment vous bossez sur ce modèle-là? Qui s'occupe de quoi? Okay. Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des canaux qui sont plus importants que d'autres, enfin plus centraux, auxquels il y aurait d'autres canaux qui viendraient tourner autour? Comment t'as mappé ça en fait? C'était quoi ton approche? Est-ce que t'as fait pas l'impression, même des fois, d'avoir, recruté trop vite, ou genre, je sais pas. Est-ce que principalement, nous, tout le départ, c'était les réseaux sociaux. Ouais. Entre aujourd'hui et il y a 3 ans, c'était quand même bien différent. Nous, on a eu une grosse traction sur Twitter, ce qui fait qu'on a réussi. Aujourd'hui, on a une communauté de 11 000 abonnés, 11 000 followers. On avait beaucoup de trafic via les réseaux sociaux, on avait beaucoup de partages, principalement Twitter, Instagram. Bien que, étonnant.
Voilà, dès le départ, j'ai dit à Romain, qu'est-ce qui se passe sur Instagram quand ça se fait? Est-ce qu'on se dit Instagram compta dans toutes les best practices de certains blogs, ils te diront qu'il faut pas y aller. On va te dire qu'il faut aller sur LinkedIn, donc comment ça se fait? En fait, Instagram, on l'avait développé quand on a lancé. Donc dès qu'on se déplaçait avec les petits déj, on prenait des photos et après on a alimenté ça. Il y a pas si longtemps, il y a 3 mois je crois, on a décidé de basculer parce qu'on a lancé notre blog avec l'arrivée de Fouad pour le contenu. Notre blog qui va se transformer en magazine à la rentrée, courant été. Et on s'est dit bon, en fait, on n'est pas là pour vendre directement. On est sur Instagram, on est sur une consommation, sur du contenu. Donc on va mettre notre blog en fait sur Instagram pour apporter de l'info, pour mettre des stories, trouver des formats plus smart où justement la personne qui va venir ne va pas se dire on leur vend de la compta, on leur vend une application. Non, c'est pas ça en fait. On est là pour donner la bonne information au bon moment. C'est aussi ça Fred, c'est le traitement de ces données-là pour donner le bon conseil au bon moment. Donc dans la même logique, dans ce qu'on apporte, dans les informations qu'on donne, on se dit en fait on a juste à transposer. Et dans ce cas-là, Instagram on est réactivé, on a une communauté de 5000 personnes, 5000 abonnés, et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer avec le média qu'on va lancer, le magazine qu'on va lancer à la rentrée. C'est quoi ce magazine? Tu peux en parler? En fait, non, il n'y a aucun problème. Ouais. Pour l'instant, on était le blog. C'était pour une partie. Le blog, d'ailleurs, c'était quoi l'angle? Est-ce qu'il y a eu différents angles empruntés? C'était quoi le mode d'expérimentation sur les articles, les titres? Quel public vous vouliez adresser en premier? Comment vous avez fait évoluer ce blog-là, très rapidement? Très rapidement. En parenthèse. Ouais. On est parti, en fait, quand on a fait la mission de consulting, on a fait pas mal de contenu. On a vu des articles qui fonctionnaient bien, on a aussi vu ce qui se faisait chez les autres. Et on s'est dit on va déterminer une ligne éditoriale, qui est le principe de l'interview de chef d'entreprise, avec une sélection bien précise qui colle à notre image, qui colle à ce qu'on veut renvoyer, avec une partie aussi compta, des tips de compta, et une partie changement plutôt sociétal ou futur du travail. Donc on a fait un article sur le deep work qui a hyper bien marché, un article sur l'holacratie, et puis aussi sur les marketplaces. L'idée c'est de donner, d'avoir un œil sur ce qui se passe, sur le futur, et que ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas demain, et de réussir à se projeter, et c'est aussi l'image qu'on va envoyer. Donc l'objectif principal du blog, c'est d'avoir du relais de l'information, de l'engagement, et ça va évoluer avec le magazine qu'on va mettre en place, où justement il va y avoir d'autres parties qui seront plus le lab, sur de la tech vraiment, et compta. Est-ce qu'il y a une volonté en fait au fond un peu de surprendre les gens? C'est-à-dire que je me dis un start-upper qui tombe sur un article sur l'holacratie de la part de Fred de la Compta, il va je pense juste le lire et se dire c'est cool, ils ont encore fait un article. Maintenant quelqu'un qui a une boîte du CAC 40, il va se dire qu'est-ce que c'est que cette boîte de la Compta qui va ne pas faire un énième article SEO sur les 7 erreurs à éviter quand on fait sa compta un samedi matin, quoi. Donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a beaucoup cette volonté de surprendre, quoi? Tout à fait. Ouais. C'est aussi c'est renvoyer notre image, c'est appuyer et conforter notre notoriété, se dire on prend parti sur un sujet, l'holacratie qui est le changement structurel au sein d'une société et du management, se dire voilà, on a étudié ça, on vous le présente, ça a touché d'autres personnes. Effectivement, si quelqu'un d'un grand compte, je sais qu'on est souvent contacté par des grosses sociétés où ils sont tombés sur LinkedIn, sur un article qu'on a sorti, et c'est une première accroche. Okay. Et après, peut-être que ça pour détailler, c'est comment on met en ligne ces articles. C'est sur Facebook, LinkedIn, mais Facebook, on a une partie de notre budget marketing qui est dédiée uniquement à cette partie content, où on a fait un tunnel en fait, un entonnoir, où toute la partie haute c'est pour driver énormément de trafic avec des articles comme on en parlait avant, le deep work ou l'holacratie, où les gens sont hyper intéressés, et après on affine sur des articles plutôt compta. T'es à l'étape tout en haut du funnel, t'essaies de faire rentrer des gens sur ton site via des articles de qualité, j'allais dire évidemment, mais des super articles. T'essayes à ce moment-là d'essayer
de ramener du trafic de gens qui te connaissent pas, ou est-ce que tu prends tout? Qui nous connaissent pas. Ouais, plus Et des après, audiences froides que... Voilà, ouais. exactement. Ouais. Donc ça c'est la première partie. Les gens qui sont déjà venus sur le blog ou sur le site, on les remet sur la deuxième partie. On est sur des articles plus techniques pour leur dire bon voilà, ok, vous êtes déjà venus, maintenant qu'est-ce qu'on peut vous apporter en plus? Et après le but c'est qu'ils viennent sur le site pour découvrir notre solution. Ok, donc des articles larges, 2 des articles techniques en reciblage, technique ou en et use case, 3 reciblage encore peut-être pour du lead, s'il est venu, pour de la conversion. Exactement. Ok, ça c'est assez étonnant parce qu'en général ce qu'on voit c'est que effectivement c'est pas toujours facile de faire un truc en une seule étape avec juste envoyer vers du lead. Des fois c'est pas rentable ou ça marche moyennement, c'est pas très engageant en tout cas. Et en général on fait cette étape d'envoyer d'abord du trafic. Mais toi ce qui est étonnant c'est que vous avez rajouté une autre step qui est celle vous prenez vraiment votre temps pour demander une action aussi simple que, je pense, c'est quoi le call to action? C'est accéder à une démo gratuite? C'est quoi? Non, il y a il y a un formulaire assez engageant. Ok. Et ce qui permet d'avoir des leads très qualifiés. Okay. Il y a quand même... Donc vous avez besoin de créer le désir énormément, quoi. Vous dire... mais... l'effet que vous recherchez, c'est qu'il arrive sur le formulaire de 70 champs et il se dit, je sais pas combien. Il y a pas 70 champs, il y a 4 sliders pour mettre le nombre de factures, le nombre de salariés, 2-3 cases à cocher et 5 champs à compléter. Et il faut qu'il se dise quand il arrive sur la page, il faut absolument que je le fasse maintenant parce que ces frais de la compta, c'est alors super et faut pas que je le remette à demain. Voilà, il a envie d'avoir, nous on lui propose d'avoir un prix pour lui dire combien ça va lui coûter, de toute façon c'est ce que cherchent les gens. Ouais. Et après, mais c'est très engageant. Effectivement, on a besoin, et plus ça va en fait, plus on se rend compte que ça c'est avec le temps, que ce formulaire on l'a développé. Au début on a eu un petit peu la crainte de se dire bon bah il est plus complexe, est-ce que ça va marcher? Et puis en fait oui. Justement, ce que vous avez fait, quelles ont été vos plus grandes erreurs par rapport à ça, par rapport au tunnel de génération de leads? Je vais pas dire tunnel de conversion parce que là on parle pas encore de clients, on parle de génération de leads. Est-ce que vous avez fait une grosse erreur sur Facebook Ads par exemple? Est-ce que vous avez je sais pas, envoyé des pubs qui demandaient des actions trop importantes à des gens qui vous connaissaient pas? Est-ce que vous avez... Non, ça a toujours été assez naturel de penser à l'expérience en fait de l'utilisateur? Maintenant on commence à affiner. Je t'avoue qu'avant c'était beaucoup plus large. Effectivement, on a fait le classique, automatiser votre comptabilité avec vraiment le produit en avant, où tu te rends compte que sur Facebook, ça fonctionne pas. Autant il y a 3 ans, je dis pas, tu pouvais générer des leads directement via Facebook parce que il y avait moins de monde. Ouais. Maintenant c'est beaucoup plus complexe, donc il faut proposer. D'autant plus qu'il y a eu toute une partie, je mets juste ça avant parce que c'est hyper important, de snack content. 3 ans qu'on bouffe du snack content, qu'on bouffe de l'article, comme tu as dit tout à l'heure, les 7 points importants pour réussir sa société. Ça se fait beaucoup dans la compta. Dans n'importe quel domaine, ça continue. Je pense que notre manière de consommer l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, est en train d'évoluer, et qu'on arrive justement sur du contenu beaucoup plus qualitatif. Et que d'autant plus d'un point de vue SEO, ce sera meilleur parce que maintenant on a de l'analyse de design, de la profondeur de l'article, de la compréhension. En fait, tout ça évolue. Et à mon avis, voilà, on arrive sur quelque chose de plus sain en fait. C'est beaucoup plus sain pour tout le monde. Donc même quand on voit Twitter, avant c'était la guerre, il y avait des bots partout. D'un seul coup, ils ont fermé l'API, ils ont tout. Maintenant vous pouvez plus republier plusieurs fois le même contenu. Ce qui fait que tout était flouté, on arrivait à une espèce de brouillard. Et maintenant, je vois sur le fil de Twitter, on a de la compréhension, on sait que maintenant, on délivre une information, et celle-ci, elle est importante, lis-la. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement, vous acceptez pas des profils de gens qui veulent, qui tiennent à, s'ils vous rejoignaient, bidouiller, en fait. Enfin, faire des petits hacks, qui sont pas... Il y a aucun problème là-dessus. Ça a toujours été dans votre ADN de vraiment faire les choses proprement et penser à l'expérience. Ouais, on a fait pas mal de hacks aussi, qui étaient pas très propres. Au départ, plus. Ouais, au départ. Maintenant, on essaye vraiment que ce soit bien cadré, que ça aille avec la stratégie, et que, pour revenir au modèle marketing, des différents leviers, des canaux d'acquisition, on est dans la stabilisation de cette partie-là, d'identifier clairement, de se dire ça c'est tant, AdWords, voilà, on a testé, combien ça coûte, ok, ça c'est clair, on a défini ça, maintenant on prend l'autre, ok, combien c'est,
et de se dire, voilà, ça en fait c'est les parties qui sont scalables pour une boîte. C'est tu dis bon bah on met tant d'argent, ça nous a coûté combien, ça nous coûte combien ça nous rapporte. C'est la partie la plus compliquée à identifier parce qu'au début tu travailles sur plein de choses en même temps, t'as pas forcément les budgets aussi pour faire ça. Il faut quand même beaucoup de budget pour récupérer de la donnée et à se dire bon bah cette expérience est pertinente, et dans ce cas-là c'est avec ça qu'on va pouvoir activer rapidement. Donc on est là-dedans en ce moment, sur l'analyse de ça et de se dire bon bah ok, là on est en train de mettre ça en place. En septembre on doit vraiment exploser, et dans ce cas-là d'après tout ce qu'on aura appris en 6 mois, on va ouvrir les vannes. Ok, alors du coup c'est quoi l'approche que t'as imposée pour justement expérimenter dans le bon sens, à la fois, et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment les expérimentations très très macro et à la fois très très micro. Comment vous faites pour prioriser, pas perdre du temps sur les choses qui importent peu, pas en perdre trop aussi sur tu vois, à faire tout le temps à balancer vos intuitions sur d'éventuels leviers qu'il faut y mettre en place. Comment tu fais que ton équipe, et d'ailleurs quel rôle, quelle parole tu lui donnes pour que tout ça se passe très bien? Quelle routine vous avez? Est-ce que vous avez des réunions hebdomadaires? Pas du tout de réunions. Je sais qu'il y a des gens qui font pas du tout de réunions. Est-ce que tous les matins vous faites un stand-up? Ça se passe comment? Ok, pour expliquer rapidement, chez Fred c'est flat. Ouais. Donc je suis directeur dans le nom, mais sinon je suis plutôt driver. Chaque personne est autonome sur ses parties, avec dans un périmètre établi, et après on définit où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu as envie de grandir, qu'est-ce qui te plaît, et puis c'est aussi d'identifier ses forces et ses faiblesses, et de dire bah en fait on va prendre les forces de chacun et puis on va les développer. Donc dans les choix de tout le monde, chacun est assez libre. Après on en discute. Nos habitudes c'est on fait une réunion hebdomadaire le lundi à 10h. Ça dure entre une demi-heure et 1 heure. Des fois on a des sujets qui sont plus importants. Le but c'est de revoir toute la prod de la semaine qu'on a à faire, donner donner de la vision sur ce qu'on aura à faire dans les projets qu'on a dans les 2-3 mois, de voir les sujets chauds, de voir les points de friction. Pas spécialement dans l'équipe parce que ça se passe humainement, ça se passe très bien, mais plutôt si t'as besoin d'aide sur quelque chose, comment je peux t'aider, et puis après c'est de voir les priorités, parce que les priorités ça change tout le temps dans une startup. On a une opportunité et d'un seul coup en fait on change tout, on se dit cette semaine je me focus là-dessus et puis c'est parti. Ok. Et justement, quand tu dis quelqu'un peut aider quelqu'un d'autre, c'est souvent sur quel genre de choses? C'est des choses très tech, ou ça peut être juste pour libérer du temps à quelqu'un qui est surchargé? Ça peut être les deux. Ouais. Effectivement, c'est arrivé plein de fois. Moi, j'étais totalement surchargé, et puis j'ai dit Julien, tu peux m'aider là-dessus. J'aurais pas le temps. Fait ok, prends ça. Après, ça peut être par exemple Maureen, qui est stagiaire, qui est arrivée il y a 2 mois maintenant. Qui elle était vraiment une rookie totale, et c'est ce qui m'a plu. J'ai fait une journée d'immersion, elle a fait une journée d'immersion où je lui ai mis toute une série de tests pour analyser assez rapidement, voir si ça fitait sur le comportement, sur l'apprentissage, voir si elle pouvait apprendre très vite. Et donc plus ça va, plus on lui donne de responsabilités, parce que elle est plus productive, elle avance plus vite, elle connaît les outils. Et maintenant, elle gère même en 2 mois les sponsors sur Facebook avec les différentes audiences. Donc le but, c'est que les gens se sentent hyper libres et que ils peuvent prendre un sujet sans aucun problème. Il n'y a aucune restriction là-dessus. Ok, donc si quelqu'un rentre dans ta boîte et est là depuis 1 mois et dit j'ai envie de lancer un podcast, vous allez certainement lancer le truc pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes dans un mode d'expérimentation ou justement à essayer de quand même prendre le temps de réfléchir, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou est-ce que vous lancez directement sans réfléchir? Parce que tu parlais tout à l'heure que vous avez pas mal de gens à profil tech dans l'équipe marketing, ce qui permet je pense vraiment de se lancer très vite sur n'importe quelle chose. Est-ce que du coup vous avez cette logique, cette approche de tout le temps tester les choses maintenant, ou est-ce que vous philosophiez, est-ce que vous réfléchissez? Si, il y a une grosse part, je trouve on n'en parle pas assez, on s'appuie souvent sur la donnée, je sais pas si tu lis le blog d'Intercom, mais ils font beaucoup de retours d'expérience.
où en fait parfois, des fois c'est le feeling et c'est l'instant. Et on a la globalité sur l'année, ce qu'on doit faire. Et quand une idée est bonne, on voit pas pourquoi on devrait être frustré de pas la faire, en sachant que ça rentre dans la stratégie. Le podcast, par exemple, comme tu disais, c'est un truc top. Là, il y a Instagram télé qui est sorti. On se dit, bah c'est un format top. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire ça? Et d'un seul coup, on brainstorm. On se dit, bon bah, ok, quand est-ce qu'on va le mettre en place? Je pense que c'est important de garder cette partie-là pour la créativité. Se dire, on peut monter rapidement un projet, garder cet esprit start-up au sein d'une start-up, au sein d'une équipe, pour pas qu'il y ait de frustration. Et moi, c'est aussi pour ça que je me lève tous les matins, de me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut le faire? Et voilà. C'est plutôt pas mal, parce que souvent j'entends plus des approches du style, s'il y a quelque chose qui marche, autant aller à fond dessus, se mettre des œillères et juste optimiser. Parce que voilà, on est devant une machine de croissance qui fonctionne bien, quoi, qui est bien rodée, et a priori elle va pas mourir de sitôt. Donc il y a aussi des fois cette approche là qui est celle de juste foncer dans une direction qui marche vraiment. Et voilà, moi je pense que c'est deux approches très différentes, mais puis aussi je pense que les moments de la boîte, il y a des moments où quand même on reste focus pendant 6 mois sur les mêmes choses, puis d'un seul coup on décide de s'ouvrir à de nouvelles choses, parce que ouais, il y a Instagram TV, il y a autre chose, et c'est bien de prendre ces sujets là et pas être en mode critique en se disant finalement l'UX de IGTV c'est peut-être pas la bonne, peut-être qu'on n'aura rien à faire dessus. Et puis je trouve ça bien de juste lancer une bouteille à la mer, voir si ça prend, et si ça prend juste donner plus de temps ou de budget dessus, quoi. Enfin, exactement. Là, en gros, pour ce que tu me disais sur la méthode d'expérimentation, on le met en place maintenant. Jusqu'à présent, on le faisait, on teste ça. Nous on travaille aussi pour la prod, on travaille sur GitLab dans l'environnement des devs, pour pouvoir suivre par semaine et voir qui fait quoi. Donc on discute sur les issues directement pour dire les retours d'expérience, on les note dedans. Donc pour l'instant c'est conservé à cet endroit-là, tout le monde y a accès dans l'équipe. Et après là on est en train de monter notre usine de test pour pouvoir analyser par la suite. Il faut pouvoir récolter de la donnée déjà avant de dire ça fonctionne pas, parce qu'il y a des actions. Ce que je trouve parfois dommage, c'est que tu vois l'Instagram, si on l'avait pas lancé il y a 3 ans et qu'on n'avait pas déjà construit une communauté de 4000, on le lancerait aujourd'hui. Et finalement, ça aurait été bête d'avoir loupé ce coche-là. C'est clair. Et il y a plein de formats, c'est comme si on n'utilisait pas le format story. C'est aussi comprendre comment ça évolue pour pouvoir s'adapter. Et donc il faut y aller. S'il y a un bon truc, on se dit on monte un format spécifique, est-ce que ça va prendre du temps, est-ce que ça rentre dans notre backlog? Donc voilà. Et pour la partie orga, on utilise aussi Notion, qui est un wiki pour l'entreprise, qui est connecté avec plein d'outils. À l'intérieur de ça, on a le handbook marketing qu'on fait évoluer en fonction de ce qu'on fait, expliquer chaque ligne éditoriale. Quelqu'un arrive, il a qui fait quoi dans... Tout est documenté, Fred? Là, est-ce qu'il y a un peu de flou parfois? Là, tout est documenté à l'intérieur. Là, on est en train de retravailler dessus avec Julien et l'équipe pour remettre à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que finalement... C'est le problème de la doc. Tu te focuses une fois par an, mais là, on va arriver à un truc structuré. Et à l'intérieur de ça, on a le planning éditorial. Et en fait, ils ont un outil très cool à l'intérieur de Notion pour gérer ça avec un calendrier. Ça, c'est une sorte de Airtable à l'intérieur. Et ça, c'est top. On a une bonne visibilité. Et du coup, on fait un meeting mensuel pour brainstorm du content là-dessus. Donc, vous avez Notion, vous êtes sur Slack, j'imagine. Vous avez d'autres outils? Vous êtes du genre à avoir 100 outils ou justement regarder le moins possible? Parce que je sais qu'il y a 2 approches là-dessus. Moi, je suis plutôt l'approche 15 millions d'outils, parce que j'estime qu'en fait, on peut très bien switcher d'un outil à l'autre et c'est pas du tout un problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui font tout par email et qui se portent mieux, donc c'est quoi votre truc? Est-ce qu'il y a différence même au sein de l'équipe d'ailleurs? Peut exister. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils. Ouais. Moi après je pense qu'il y en avait encore plus avant. Et maintenant on a calmé, on a stabilisé ça. Avant de trouver son stack stable, ça prend du temps. Parce qu'en plus il y a des outils qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent et tu dis ça j'ai envie de tester, c'est trop cher, je le ferai rentrer plus tard. Actuellement nous on est en CRM, on a HubSpot. On utilise SendGrid pour tout ce qui est newsletter, transactionnel. On utilise Prospect.io pour tout ce qui est cold ou automation. Qu'est-ce qu'il y a? Cowboy, qui est une autre partie de Prospect, mais qui est plus pour la partie PR, qui est très bien en one-to-one par mail.
Je réfléchis, GitLab, Notion. Après, on a Feedly, Pocket, tous ces trucs de productivité, To-Do, Google Agenda. Bon, alors beaucoup de choses. Et plus dans la team, beaucoup d'outils, quoi. Beaucoup d'outils spécifiques, plus que la grosse machine. Voilà. Mais notre CRM reste la grosse machine. C'est quoi? C'est HubSpot. HubSpot, ouais. Ça reste assez gros. Mais c'est pas non plus Salesforce, quoi. Non, c'est peut-être plus. Mais par plus contre, souple, quand même. ouais, c'est plus souple, ça se connecte avec. Ah si, on utilise Intercom. Qui est Bien là sûr. pour le coup commence à être gros. Ouais, ça fait beaucoup de choses. C'est vraiment gros. Vous l'exploitez d'ailleurs vraiment Intercom, genre le live chat, toutes les fonctionnalités. Plus ça va, plus on développe vraiment. Ok. Au sein du parcours utilisateur ou parcours prospect et Pixelme. Pixelme, ouais. Pour retargeter les. Exactement, par rapport à notre contenu et tout ce qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour justement capter cette audience et pouvoir faire du retargeting sur Facebook. Ok, très cool. Du coup, est-ce que toi t'aurais un souci en ce moment marketing? Quel est votre gros sujet du moment? Quel est le truc que vous aimeriez créer ou optimiser et vous avez l'impression qu'il y a soit un obstacle technique, soit de budget, soit de skill? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui t'empêche de dormir, en fait? Non, il y a rien. Ça tourne. Non, là, ça commence. Vous êtes dans un bon, on est dans un bon rythme. L'équipe commence à être bien solide. Voilà, c'est, comme je te disais, le Q2, c'était focus sur la structuration du travail en équipe. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où est-ce que chacun va progresser? Maintenant, on a un Q3 où ça va être du travail de fond. Beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche sur le marché. Moi, j'ai passé quasiment 2 semaines à lire énormément de choses sur le marché de l'expertise comptable, pour aller plus en profondeur et voir où est-ce que on peut plus avancer dessus et de le partager avec toute l'équipe. C'est hyper important d'avoir une compréhension très fine du marché pour pouvoir faire cette partie marketing. Ok. Et ça va faire partie de votre onboarding de manière très soutenue, j'imagine, à l'avenir, quoi. Quelqu'un qui rentre à Fred, il faut qu'il comprenne assez rapidement beaucoup moi j'ai fait un brand book, on est parti en séminaire, on fait un séminaire par an. Et pour ce séminaire, je voulais qu'on ait le brand book, donc ça parle de la marque, de ce qu'on fait, comment on en parle, des différents canaux de communication. Et ça, je vais le faire évoluer parce qu'on a travaillé depuis, et c'est quelque chose quand un nouveau va arriver chez Fred, il doit avoir le brand book, il va comprendre ce qu'on fait. C'est quelque chose que vous faites vous en interne ou vous faites accompagner pour ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des agences pour l'occasion parce que c'est un exercice qui est en fait, on sait pas par quel bout prendre le truc parce qu'on est tellement dans notre on est tellement le nez dans le guidon qu'on saurait même plus qualifier notre marque. C'est bien des fois d'avoir un regard extérieur qui va nous dire là il y a une grosse zone de flou, là vous le racontez très bien, là faudrait raconter autrement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que c'est un sujet peut-être les gens en parlent pas assez. C'est vrai que quand t'as la tête dans le guidon, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Ce brand book, moi j'ai rassemblé tout ce qu'on avait fait en 3 ans. On travaille avec une agence qui s'appelle Sweet Spot. On a travaillé une première fois sur la définition de nos personnages, justement prendre du recul, de notre manifesto, de la baseline, ensemble jusqu'au succès. Au moment où on a fait la refonte de la marque avec Romain, CEO, et Maïdine. On s'occupe de toute la partie marque tous les 3 ensemble, parce qu'on l'a développée. Et là, on retravaille avec eux pour prendre du recul sur la partie expertise comptable, affiner notre message par rapport à la campagne qu'on va faire. Et effectivement, sinon, le reste du temps, moi, je développe toutes les discussions qu'on a pu avoir avec l'agence. Là, pour l'instant, ils sont intervenus 2 fois. Il y a un travail qui se met en place sur 1 mois et demi, le temps d'avoir des réflexions, qu'on ait des retours ensemble. C'est hyper important d'avoir un regard extérieur. Mais après, si on a les compétences en interne pour développer cette partie-là, autant les utiliser. Moi, j'aime bien, on travaille à plusieurs dessus, je dispatch, tiens, on va rechercher cette partie-là, c'est aussi avoir une meilleure compréhension, plutôt que ce soit quelqu'un qui fasse tout, on dit, c'est comme ça. Et ça peut évoluer, quoi, parce que d'avoir aussi les retours de l'équipe sales, qui sont au quotidien avec soit les chefs d'entreprise ou les cabinets comptables, ils ont une autre approche et ces retours-là sont hyper importants pour faire évoluer justement
notre message et C'est clair. tout ce qui en suit, quoi. C'est clair. Et justement, par rapport aux sales, je sais que chez vous, il y a, tu parlais aussi tout à l'heure de prospect.io. Donc justement, ça me permet de faire la transition par rapport à ça. Comment vous bossez entre la team marketing et sales à Fred? Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez spécial. En tout cas, est-ce que tu peux me la qualifier, cette situation? Spécial, je sais pas. Je pense que c'est juste on a un meeting hebdo maintenant où on parle de ce qu'on peut améliorer. On s'occupe du CRM. Donc on se dit comment vous pouvez mieux qualifier les leads, de quoi vous avez besoin, et on les aide sur la tech. Dire ok, on fait un script, on développe ça, on simplifie. Donc il y a beaucoup d'échanges. Le métier de sales, c'est quand même, tu passes, pour nous, ils passent beaucoup de temps à faire des appels. Appel. Donc c'est de voir qu'ils se libèrent du moment pour réfléchir sur leur doc et puis pouvoir onboarder les nouveaux, parce que c'est quelque chose de très complexe. Il y a tellement de cas particuliers d'entreprises, de secteurs d'activité, c'est quand t'arrives, il faut prendre un maximum d'informations. C'est aussi au market de donner de la documentation pour les sales qui arrivent. On travaille vraiment main dans la main, on a la conscience de ce qu'ils font dans l'opérationnel. Okay. Donc, est-ce que lors de l'onboarding, justement, les gens qui sont dans la team plutôt marketing, je sais pas si on peut parler de team, de tribu, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais, on dit la team. La team, les gens qui sont en marketing, est-ce que à un moment donné, vous les mettez 3 jours avec des sales pour se rendre compte de ce que c'est? Ou est-ce qu'ils peuvent l'observer juste en étant dans l'open space? En fait, dans l'open space, il y a un cube transparent et tu vois les sales de téléphone toute la journée. Ok, et tu les entends? Non, on les entend pas. Ouais, mais du coup, ils entendent des calls, des fois. Ils savent un peu... Ils savent un peu le genre de relation qu'ils essaient d'établir au quotidien avec les prospects. Pour les nouveaux, on n'a pas encore, ils sont pas encore entrés dedans à suivre les sales, mais Julien l'a fait. Okay. Julien est parti plusieurs fois, il a passé une demi-journée avec les sales pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que dans certains cas, c'est important. Enfin, c'est important de voir, besoin, parce que c'est leur quotidien, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est que dans ta boîte, vraiment les gens sont hyper connectés entre eux, et un truc que je trouve quand même remarquable, c'est que finalement, vous faites pas que discuter entre la team sales et marketing pour essayer d'évoquer des problèmes et des potentielles solutions. Vous les résolvez déjà en interne via la team marketing. Et ça, c'est parce que tu as fait très tôt le choix d'avoir des profils tech dans la team market, ce qui est en fait assez rare, moi, de ce que j'ai pu observer. Et je trouve ça juste très bien, parce que souvent le problème c'est que on évoque des choses, on dit ça serait bien d'avoir ça serait bien de pouvoir avoir telle propriété sur tel user, mais à la fin on n'est pas sûr de pouvoir le résoudre maintenant, et soit ça tombe aux oubliettes, soit on le fait beaucoup plus tard, et pas forcément que le niveau de qualité attendu, et pas forcément au moment où on en avait vraiment juste besoin. Donc je trouve ça très bien d'avoir cette agilité là, et d'avoir des gens en plus au profil d'ingénieurs plus tech qui vont se plaire dans une team marketing, parce que ça aussi je pense c'est un vrai enjeu, c'est de trouver des techs qui adorent faire du marketing, ou en tout cas être au contact de gens qui font du marketing. Et ça je trouve ça fou, parce que je le vois très peu, donc bravo là-dessus, parce que c'est pas évident, je pense, ni de recruter ni d'élever cette culture là en fait. C'était un vrai désir depuis le début. Je me suis dit, je lis tout le temps des articles de Sean Ellis, de tous ces grands marketeurs américains. Sean Ellis que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec Romain via The Family, ce qui est plutôt cool. Et justement, ce modèle avec des ingénieurs dans le gros, moi je me suis dit, il faut directement, moi je ne code pas, je fais de l'HTML, CSS, mais j'ai jamais fait de JS ou des choses dans le genre. Je suis toujours débrouillé avec des bouts de code à droite à gauche. Si t'es assez malin, tu peux le faire. Mais je voulais justement qu'il y ait ça dans l'équipe pour être indépendant. Okay. Après, sur l'équipe sales, il y a aussi Ben qui est associé de Fred, qui lui gère aussi s'ils ont besoin les sales pour générer des factures ou ces choses-là qui peuvent être assez compliquées. On peut le faire, on automatise pas mal de choses. Okay. On est une boîte une boîte de market et de tech. Ok, donc une des membres hyper soudés. Et puis tu me disais, avant qu'on commence l'interview, que les gens, ils viennent vraiment de partout. Genre ça vient de tous les pays, il y a tous les âges.
Ouais, c'est vrai. Ça va de 20... À quel âge est la Maureen? 21 à 63 ans. Ouais. 63 ans, c'est René Pierre qui est cofondateur de Fred, expert comptable. Après les pays, on a Roumanie, Bashkar qui est indien, Mayas qui est algérien, tunisien. Voilà, c'est... C'était quelque chose de volontaire ou c'était pur hasard là pour le coup encore? C'est venu comme ça, on est ouvert. On est ouvert, bienveillant, donc c'est ce qu'on... je crois que c'est l'une des premières choses qu'on dit quand on arrive dans la boîte. On dit, bah nous, chez Fred, on est bienveillant. Mais c'est pas... des fois, on va dire ces valeurs de manière explicite. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe au quotidien. Je connais plein de startups, d'amis qui travaillent dans d'autres startups et qui m'ont dit, bah en fait, les valeurs affichées, c'est pas ce qui est dans le quotidien. Ouais. Et nous... Parce que les gens le voient un peu comme une checklist en fait. Voilà, c'est un Il y a peu eu ça. beaucoup d'articles sur voilà, il faut avoir des valeurs, il faut... Enfin, tout le monde en a des valeurs. Après, les gens aiment bien les formaliser, mais des fois, ils le formalisent tellement qu'en fait, ils finissent par juste aller copier ce qu'ils vont prendre ailleurs sur des posters ou dans des articles d'Américains. Et ils pensent que ça marche quoi, juste en faisant le listing des 10 commandements comme ça. Sauf que bah, des fois, c'est pas vrai déjà. Et puis de deux, est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait dire aux gens quoi? Exactement. Ce qu'il fallait dire lors de l'onboarding, est-ce qu'il faut le soutenir quand ils sont chez toi? C'est, je sais pas, chacun sa culture, chacun sa manière de l'aborder, mais c'est important en tout cas de faire valoir tout ça, je pense. Et effectivement, et nous comment on l'a défini, c'est qu'en fait le premier séminaire qu'on a fait après la deuxième levée de fonds, on s'est retrouvés à 20 tous ensemble en Grèce. C'était très cool pour présenter voilà la vision de la boîte, la stratégie, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et pour définir nos valeurs ensemble. Et on a dit, bon voilà, vous venez d'arriver, quelles sont les valeurs de Fred pour vous? Donc de manière implicite. Et ce qu'on est sorti, c'est ce qu'on voulait mettre en place, ou dire, voilà, pour nous, ça laisse place à des débats, ça? Ou c'est genre c'est assez limpide? Ça se passe comment? Sur le coup, franchement, ça a été assez limpide. On était d'ailleurs plutôt contents de voir ça, de dire, bon bah en fait... on est sur la même longueur d'onde. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, c'est notre quotidien. Donc maintenant, de l'implicite, on passe à l'explicite. Et du coup, sur les prochains qui arrivent, bah, on dit, bah voilà, nos valeurs, c'est ça, c'est ce qu'on a écrit. C'est une équipe fière, passionnée et swag. Et la bienveillance. Ok, super. Est-ce qu'il y a, pour quelqu'un, par exemple, qui commencerait à bosser dans le marketing, dans la croissance, en start-up, qui commencerait, genre quelqu'un, bah tu disais tout à l'heure, qui sort de Lyon, The Family, ou même d'un autre programme, ou pas du tout de programme d'ailleurs, je pense que c'est la majorité des gens, tu lui conseillerais quoi? Je pense que, enfin j'imagine qu'il y a ce conseil d'être un minimum sensible à la tech, pour pas être désarmé devant toute problématique. Je pense que c'est assez fort chez toi. T'as besoin d'avoir des gens qui sont à minima curieux, en tout cas, de tout ça. Pas forcément qui sachent coder, parce que c'est un autre job et c'est de plus en plus compliqué c'est pas pour que les devs aujourd'hui se spécialisent et qu'on les suit de moins en moins, c'est parce que juste c'est devenu plus complexe. Est-ce que, voilà, quel conseil tu donnerais? Peut-être en dehors de celui-là, ou t'as peut-être envie de développer celui-là? Le premier que je donnerais, c'est de mettre son ego de côté. Ouais. De toute façon, pour qu'une équipe ça fonctionne, c'est une somme d'entités, mais c'est pas le concours du plus fort. C'est de voir comment toi tu peux évoluer, et si on te dit quelque chose, c'est pas pour te réprimander. Après, ça dépend comment c'est fait au niveau du management, mais ça peut, mais la plupart des gens sont bienveillants et ça marche bien, quoi. Mais quand on te dit quelque chose, c'est juste pour que t'avances, et la manière dont on te le dit, c'est important. Mais sinon, mettre l'ego de côté, et puis les erreurs, l'erreur est humaine. Si tu fais une erreur, c'est pas grave, il faut pas avoir de pression pour ça. S'il y a un problème, il peut être résolu, et surtout ne pas avoir peur de demander, parce que souvent on dit bon bah je sais pas, hein, t'es junior, tu rentres dans une boîte où tu te dis bon bah en fait si je lui dis que je sais pas faire, je vais passer pour un rigolo, alors que non. Surtout quand on est jeune et qu'on sait pas comment se comporter même dans une boîte de manière générale. Voilà, si quelqu'un dit ouais je sais le faire, et puis qu'au final tu vois un résultat qui est médiocre, là tu dis bah en fait fallait appeler à l'aide, quoi. Demande-moi avant, ou alors si t'as pas compris, c'est que ça va pas. Donc ça c'est le premier point, et après c'est de faire, d'apprendre là où t'apprends le plus, c'est dans l'opérationnel, et voilà, et d'être force de proposition, et de pas avoir peur de se nourrir d'autres choses que le marketing.
Ok. J'ai une question très précise. Est-ce que tu pousserais les gens de ta team qui viennent de rentrer, qui sont potentiellement des profils très très juniors, peut-être même première expérience, est-ce que tu les pousserais à beaucoup networker dès le départ? Ou alors est-ce que si par exemple si c'est des gens plutôt introvertis qui ont juste décidé de venir le matin et d'être sur leur desk, est-ce tu leur donnerais leur liberté, ou est-ce que tu leur dirais non, c'est important d'aller parler à d'autres marketeurs, d'aller aux événements? Est-ce que tu les... Parce qu'au départ, je pense que c'est important. Je pense que, enfin, moi, je le fais de moins en moins. Mais quand dans mes toutes premières années, j'allais dans les événements parce que je sentais que ça avait de l'impact sur moi. Aujourd'hui, de moins en moins. Parce que cette même ressource, tu la retrouves online, et parce que, voilà, enfin, au bout d'un moment, tu te fais l'expérience. Et je me posais cette question, est-ce que il faut guider les gens à ce point-là, ou bien est-ce qu'il faut juste les laisser vivre leur style à 100%? À quel point tu vas les oppresser? Non, c'est une question hyper ouverte. Dans l'équipe, il y a des gens qui sont plus juniors. Julien, il a plus d'expérience, et Fouad sont des gens qui ont quand même pas mal d'expérience, mais pas fort. Julien est un profil très start-up tech, donc lui, il va aux événements, il a ses listes de lecture, il apprend tout le temps. Mais après, sinon, c'est au quotidien ce qu'on se partage comme info. Si les gens ont la velléité de vouloir aller à des événements, je pense que c'est important aussi de rencontrer d'autres gens qui font la même chose que toi, pour pouvoir échanger comme on fait là. Moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs personnes dans le milieu de la tech avec qui j'ai des affinités particulières. Donc je vais les citer comme ça parce que vas-y. Il y a Mathieu ancien Trust qui est chez Avant-Garde. Quand on s'est rencontrés, il était chez Save. Et on a toujours gardé contact, on a échangé quand on s'est vu, tiens, qu'est-ce que tu fais, comment ça fonctionne. Juste une vision du market, où on est toujours content de se revoir. Il y a Tom et Max de Pixelme. Avant qu'ils lancent le projet. Aussi en même temps, je crois qu'ils sont en même temps. Max est encore chez Buffer, mais Tom est à plein temps sur Pixelme. D'accord. Et on s'est rencontrés avant qu'ils lancent le produit, et c'est des mecs qui sont hyper cool. Et voilà, on a échangé énormément. Et après il y a Caroline, ancienne, qui s'occupait du développement de Paris Pionnière, maintenant qui est Willa, incubateur féminin. Ok. Et on a énormément échangé, on a sympathisé, et c'est des gens que j'ai rencontrés avec qui c'est un vrai plaisir de partager des fois sur d'autres points hors startup ou market, mais en tout cas voilà. Ok. Super, je pense qu'on a à peu près tout traité, c'était super. Merci. Et sinon, je t'avais demandé, du coup, je sais pas si t'as eu le temps de préparer cette petite liste, sinon tu vas le faire à la volée comme ça. Si. 3 ressources, ça peut être n'importe quoi. Des livres, des conférences, des chaînes YouTube, ce que tu veux, des podcasts. 3 trucs, mais étrangers en fait au monde des startups, au marketing, à la croissance. Un truc qui permet de nous tous rester inspirés et de voir de nouvelles choses, parce que moi, c'est limite une question pour mes propres oreilles, parce que il y a des fois je suis à fond dans mon truc et je vois pas de nouvelles choses, j'essaie de me dire vas-y, il est 22h, là faudrait que j'aille me mettre à la peinture ou je sais pas quoi, et je trouve pas d'idée. Donc si tu peux nous inspirer 3 trucs récents ou pas, que t'aimes bien en ce moment, avec plaisir. C'est un. Il y a moi je consomme beaucoup à la demande, j'ai mis que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je vais découvrir des choses comme ça naturellement. Et sinon, avec Maë, designer de Fred, on s'échange pas mal de trucs, et lui il est hyper fort pour dénicher les dernières tendances. Il a trouvé ça s'appelle Stack Magazine, c'est un curateur de magazines indépendants. Ok. Et c'est un abonnement mensuel et tu reçois un magazine différent tous les mois. Ah ouais, ok. Et du coup, je me suis abonné. C'est génial. Ils ont peut-être gagné un nouveau client. Voilà. Les 2 premiers, je suis tombé sur 2 magazines qui sont simplement merveilleux en écriture ou c'est hyper inspirant. Il y en a un, c'est attends, je regarde. Vas-y. C'est un truc sur le design. C'est Backstage Talk, je crois. Ok, ça parle de quoi? C'est que des designers. Ouais, c'est Backstage Talks. Ouais. Que des designers et leur parcours, alors des cas concrets d'application de design. Et l'autre, c'est Scénario, qui est là un peu plus sur des analyses du comportement, de nos habitudes.
C'est un magazine danois, je crois, scénario, avec des universitaires écrit en anglais. Ouais, tout est sinon écrit ce en serait anglais. difficile. Et après, sinon, il y a un bouquin que j'ai toujours pas fini, ça fait depuis janvier de l'année dernière que j'ai commencé, qui s'appelle en français L'homme en 4 dimensions, mais il est qu'en anglais, ça s'appelle The Four Dimensional Human de Lawrence Scott, qui est pareil, un prof à l'université, et qui parle de notre relation au digital. Mais en fait, il a des approches hyper transversales sur plein de points où il fait des analogies avec des films comme La Belle ou la Bête, et c'est comment nous on vit dans notre quotidien, comment on est passé de l'état d'avatar au début du web à genre ta photo partout, toutes tes infos, ton poids, ton âge, ton tracking, et de voir, il considère que c'est une 4e dimension et qu'en fait on peut vite glisser dedans, et c'est d'avoir un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait. Et l'autre bouquin que je lis aussi de manière, c'est Étape, qui est un bouquin de graphisme et de design français. Voilà, je m'inspire pas mal de ça. Ok. Beaucoup de design alors. Beaucoup de design. Ouais, j'adore ça. Ok. Super. Bah merci. On a passé un bon moment. Merci à toi. J'ai appris plein de trucs. Donc bah merci. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.